Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, on vous présente notre rencontre avec les propriétaires de la Maison Rijaune située à Lac-Beauport. Ensuite, Mégane est allée rencontrer la propriétaire d'Avomac Pré-Savouré, qui est située à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et finalement, j'étais au Centre des congrès de Québec pour participer au Salon international du livre et vous présenter ma rencontre avec Caroline Jacques, qui est auteure du territoire. Bonne émission! Nous sommes à Lac-Beauport pour rencontrer les propriétaires de la Maison Rijaune. C'est le nom qu'ils lui ont donné lorsqu'ils ont appris qu'elle était touchée par la mérule pleureuse, communément appelée le cancer du bâtiment. Ils sont présentement à la recherche de commanditaires, mais aussi en lutte contre les assurances pour la démolition et la reconstruction de leur prochaine maison. Votre maison est touchée par la mérule pleureuse. Vous allez devoir déconstruire, reconstruire, donc vous avez besoin d'un appui financier. Vous êtes actuellement à la recherche de commanditaires, si j'ai bien compris. Ben oui, en fait, on a acheté une maison, on doit la démolir, en reconstruire une nouvelle. On n'avait pas prévu payer 2 maisons pour en avoir une. Donc, on demande l'aide des gens autour en échange de visibilité pour nous aider à réussir à sortir de notre cauchemar puis créer un rêve, finalement, au travers de tout ça. Une belle visibilité. Vous avez mis sur pied, lorsque vous avez appris que la mérule pleureuse vous touchait, un site Internet sur lequel on retrouve plusieurs informations. Est-ce que vous avez d'autres stratégies aussi pour justement donner de la visibilité à ces commanditaires? Oui, effectivement. On a une série d'articles qui vont être publiés dans la revue La Maison du 21e siècle. Donc, les partenaires vont pouvoir apparaître dans cette revue-là. On veut faire un blog aussi sur notre site Internet pour documenter toutes les démarches qu'on va prendre. Ça, c'est impeccable, merci. L'Écho du lac aussi, puis on a passé à Radio-Canada aussi à la radio, donc refaire des suivis là, au travers de tout ça, puis de nommer nos commanditaires partenaires. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous, votre famille, les inquiétudes? Bien, je dirais que c'est des belles montagnes russes. On a la chance d'être des gens qui sont positifs déjà à la base. Donc c'est sûr que quand on a su qu'on avait la mérule pleureuse, qui est nommée, entre autres, le cancer du bâtiment, la première chose qu'on s'est dit, c'est que c'est la maison qui a le cancer, c'est pas nous. Donc, de se dire qu'on va essayer de sortir de là sans trop, avec plus de cheveux gris, c'est sûr, mais sans maladie nous-mêmes. Mais c'est sûr que, bon, au travers de tout ça, il y a des stress quand même inquiétants. Là. On a 2 enfants, 2 jeunes enfants. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui tousse un petit peu trop, moi, je me dis, bon, ça y est, là, on est en train de les contaminer. On refait analyser la qualité de l'air. Je dirais que là-dedans, ce qui nous aide beaucoup, c'est notre entourage puis l'appui des gens autour de nous. Quand ça a sorti, on a eu beaucoup de messages de gens qui étaient là pour nous aider, nous appuyer. Puis juste de savoir qu'on a des gens autour de nous, déjà, ça aide beaucoup là, pour le moral, puis de se dire, OK, bien, au travers de tout ça, on va s'en sortir, puis on va essayer de faire le mieux qu'on peut, puis le mieux pour nos enfants aussi. Par les analyses qui ont été faites dans les murs, comment ça s'est passé? Vous avez quelques trous dans la maison? Quand on a découvert le champignon, on ne savait pas que c'était de la mérule pleureuse, donc on a fait venir une compagnie d'experts pour qu'ils viennent prendre des échantillons, puis c'est là où on a eu le verdict, finalement, que c'était bel et bien de la mérule pleureuse. C'est qu'on a fait des ouvertures dans les murs ciblés, puis dans le vide sanitaire aussi. Un beau projet, par contre, pour la prochaine maison, écologique. À quoi ça va ressembler? Puis, oui, il y avait le côté positif que vous vouliez amener, mais est-ce que ça fait aussi partie de votre mentalité d'aller vers quelque chose de plus vert? Bien oui, tout à fait. C'est sûr que nous, à la base, on est des gens de plein air, donc on aime la nature, on est à côté de la rivière. Là, donc, notre objectif dans tout ça, c'est de ressortir avec quelque chose qui va rentrer dans l'environnement, qui va se marier avec notre environnement. Et puis, c'est un peu aussi pour faire un pied de nez à toute notre situation, comme je disais, de partir d'une maison qui est pas saine, qui est pas écologique, définitivement pas, puis de ressortir là-dedans grandi et, je vais dire, gagnant, même si on est perdant aussi. Comment la Ville de Lac-Beauport peut vous aider dans ce beau projet? Une des choses à laquelle on peut penser, c'est d'offrir, comme je disais, on veut avoir une maison écologique. Donc, on va rechercher la certification LEED qui vise à utiliser moins les ressources naturelles, donc moins d'eau, moins d'électricité, etc., parce que la maison va être plus efficace. Certaines municipalités offrent des incitatifs pour les gens qui ont cette certification-là, que ce soit des crédits d'impôt, des subventions. Donc, je sais que la municipalité offrait déjà des crédits avant. Peut-être de recommencer ce programme-là, ça pourrait nous aider, entre autres. Si on nomme le genre de commanditaire que vous aimeriez trouver dans les prochaines semaines, ça ressemble à quoi? Puis s'ils veulent vous contacter, c'est où qu'on trouve toutes vos coordonnées?
Alors, les types de commanditaires, en fait, on est ouvert à tout. Quand on repart à zéro, hein, fait que ce soit des fenêtres, que ce soit des contracteurs, des cuisines, salle de bain, comptoir, peu importe. Donc, on est ouvert à tout ça, évidemment. Pour nous contacter, c'est sur notre site Internet, lamaisonrijaune.com. Donc, au travers de tout ça, on a essayé de garder un certain sens de l'humour. Notre maison est jaune, puis on rit un peu jaune, effectivement. Merci beaucoup, Dominique. Je vous souhaite vraiment la meilleure des chances dans tout ce gros processus. Merci beaucoup. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on mène ce combat. On a découvert ça le jour de Noël en 2015. Ça faisait juste quelques mois qu'on avait acquis la maison et puis on a une vitre qui a brisé. On a voulu réparer la vitre un petit peu plus tard quand la température était plus clémente. On s'est rendu compte qu'il y avait une tablette de fenêtre qui avait fléchi. On a décidé d'ouvrir le mur par l'extérieur pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Et là, on a découvert 2 gros champignons dans les murs. Là. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est la mérule pleureuse puis pourquoi ça vous amène à devoir tout déconstruire puis reconstruire à nouveau ici à Lac-Beauport. Donc, c'est un champignon qui est lignivore, qui s'attaque au bois, donc à la charpente de bois, qui va se développer quand les conditions sont favorables, à savoir un manque de ventilation, de l'obscurité et de l'humidité. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, nous, c'est que le champignon avait proliféré dans notre vide sanitaire, qui est un endroit qui est vraiment propice pour le développement de ce genre de problématiques. La première préoccupation, ça a été de savoir est-ce qu'on est en sécurité dans notre maison. La réponse, elle est oui et non, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le champignon s'attaque à la charpente de la maison, donc ça affaiblit la charpente de la maison. Donc, il y a quand même un risque, un risque pour nous en termes de santé. En plus de ça, souvent, la mérule pleureuse est accompagnée d'autres types de moisissures qui, elles, sont dangereuses pour la santé aussi. Donc, c'est un cocktail qui est à la fois dangereux puis qui, en même temps, est très variable dans le temps en fonction des conditions climatiques extérieures. C'est difficile de dire d'une journée à l'autre comment est-ce qu'on est exposé, finalement. Comment vous expliquez que les assurances ne veulent pas couvrir un sinistre comme celui-ci? C'est difficile à expliquer. En fait, on s'est rendu compte rapidement quand on les a appelés qu'il n'y avait aucune couverture par rapport à la moisissure, ni même les champignons. Donc finalement, on est seul face à nous-mêmes dans ce temps-là. On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc on va payer une hypothèque sur cette maison-là qu'on va devoir faire démolir pour les 20 prochaines années. Et puis on va devoir payer une nouvelle hypothèque pour une nouvelle maison. On essaye de conserver le moral parce que c'est la seule chose qui nous reste finalement. Là. Et puis on continue de se battre à tous les jours pour essayer de mener un projet qui nous permette de pouvoir sortir de cette situation. On évalue qu'il y a combien de maisons atteintes de la mérule pleureuse au Québec? C'est difficile d'évaluer. Nous, grâce à un regroupement qu'on a monté avec d'autres personnes sinistrées, on évalue qu'on a une centaine de personnes qui sont touchées présentement au Québec. On pense que c'est la pointe de l'iceberg parce qu'il y a bien d'autres cas qui vont se révéler dans les prochaines années, j'en suis sûr. Là. Au niveau gouvernemental, on a beaucoup appuyé avec le regroupement ces derniers temps et on vient d'avoir une reconnaissance de ce préjudice-là et de cette problématique-là au niveau du Québec. Il y a Mme Thériault, la nouvelle ministre en charge de l'habitation et de la protection du consommateur, qui vient de mettre sur pied un projet qui va permettre aux gens comme nous de nous aider finalement dans toutes ces problématiques-là. On est quand même enthousiaste à l'idée de savoir que le fait de médiatiser notre histoire, ça a permis au niveau provincial de faire bouger les choses un petit peu. En espérant que ça puisse vous aider et aider bien d'autres personnes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez vous rendre sur le site Internet lamaisonrijaune.com pour avoir toutes les informations, non seulement sur la mérule pleureuse, mais aussi sur la condition de la maison actuellement située à Lac-Beauport. La construction de la nouvelle maison devrait se faire durant l'été. Si vous avez envie d'y contribuer, n'hésitez pas à contacter les propriétaires. Toutes leurs coordonnées sont sur leur site Internet. L'Académie Unisport offre un super milieu pour les enfants de la pouponnière à la préscolaire. En plus de ce beau service, la garderie offre le service de plats préparés à vos marques prêts savourés. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'équipe pour en apprendre davantage sur les 2 merveilleuses entreprises. En novembre 2005, vous avez décidé de réorienter votre carrière et d'ouvrir une garderie. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors, j'avais besoin de changement. Ma carrière comme architecte paysagiste tournait en rond.
Alors, je suis allée vraiment à l'intérieur de moi-même voir c'était quoi mes passions. Et c'est mon sensei de karaté, Denis Perrault, lors d'une compétition de karaté, qui disait « Marie-Michel, j'ai un magnifique gymnase au ciseau de karaté NDL. Pourquoi tu n'ouvrirais pas une garderie dans la région de Montréal et Laval? » Je suis allée visiter des garderies sportives et j'ai dit « Wow, j'adorais le concept. » Donc, en décembre 2005, j'ai dit « Go ». Vous offrez un service d'apprentissage bilingue et aussi un sport. Comment est-ce que vous faites pour jumeler les deux ensemble? Tout naturellement. D'abord, un enfant doit bouger. On le voit dès sa naissance. Dès qu'il est capable de s'exprimer, il veut bouger. Alors, l'idée dans tout ça, c'est d'offrir à l'enfant une multitude d'activités pour qu'il découvre c'est quoi ses forces, c'est quoi ses intérêts, et le tout dans un cadre d'anglais et de français. Quel type de cours est-ce que vous leur offrez? On peut faire de la boxe, de la lutte, c'est important, du karaté, du baladi. Sinon, que ça soit de la gym, de la course d'endurance. On fait des parcours moteurs de tout genre. Alors, il y a des moments de la journée où les activités sont structurées, encadrées. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'offrir à l'enfant des moments où il peut choisir avec qui il a le goût de jouer, quel jeu qu'il a le goût de faire. Et donc, c'est d'offrir un milieu aménagé avec tout plein de possibilités pour que l'enfant, tantôt, puisse faire un jeu calme seul et tantôt jouer en équipe avec des amis. Et quel autre service est-ce que vous offrez aux enfants autre que le sport? Alors, à l'intérieur de notre programme éducatif, qui est quand même assez complet, l'objectif, c'est le développement des 5 sens. Donc, on a un programme éducatif où, à chaque semaine, l'enfant peut faire des projets individuels, des projets collectifs pour développer son côté artistique, son côté scientifique. Et on a aussi un programme pour préparer davantage à la maternelle. On appelle ça un peu comme la prématernelle. Ici, à l'Académie Unisport, c'est quoi la mission de votre entreprise? En 2010, avec un coach, Ronald Young, on s'est tous rencontrés, le personnel éducateur, pour déterminer un code d'honneur. Et dans ce code d'honneur-là, on a identifié notre mission qui est, encore aujourd'hui, d'offrir un service en or. Alors, on a le code d'éthique de l'employé, le code d'éthique de l'employeur, dans lequel s'inscrit des valeurs et des façons d'être, à savoir l'amour, l'empathie, l'entraide, le partage, le respect. Alors, à tous les jours, ici à l'Académie Unisport, on encourage tout le monde à vivre et à promouvoir ce code d'honneur-là. Est-ce que vous offrez le service pour les jeunes enfants qui ont des besoins spéciaux? Oui, ici à l'Académie Unisport à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'avantage que j'ai, c'est que c'est une garderie subventionnée. Alors, ce que ça signifie, c'est que si j'ai des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont été diagnostiqués par un professionnel, j'ai une subvention qui vient avec ça. Et c'est grâce à ces subventions-là que je peux engager à temps plein, 37,5 heures semaine, une éducatrice spécialisée. Vous faisiez affaire avec des traiteurs et là, maintenant, vous avez décidé de vous-même intégrer un traiteur à votre entreprise. Comment est-ce que ça s'est présenté à vous, ça? Comme dans mes 2 garderies à NDL et à Val-Bélair, je n'ai pas de cuisine. Pendant 5 ans, les parents apportaient les boîtes à lunch. En 2011, j'ai commencé à faire affaire avec des traiteurs parce que c'était clair qu'on n'avait pas l'espace pour cuisiner. J'ai discuté avec une directrice de garderie, Julie Plamondon, et elle m'a fortement conseillé d'avoir une cuisine dans ma garderie. Julie Plamondon m'a référé une responsable en alimentation, qui est Manon Lacombe, et c'est un réel succès. Non seulement les enfants adorent sa nourriture, le personnel éducateur également. Depuis 2015, on a commencé à vendre des repas aux parents. Alors, on a ouvert un comptoir au public, mais aussi à la grande demande des parents d'enfants qui quittaient la garderie pour aller à l'école, on a commencé à offrir un service de dîner scolaire. Et aussi, maintenant, on a élargi notre service à des installations, des garderies en installation et des garderies en milieu familial. Le menu est préparé d'avance pour l'année suivante. On a un menu d'été, un menu d'hiver. Puis l'année est cyclique sur 6 semaines, donc on prépare nos repas là, en conséquence de ça. Là. Quand vous préparez les repas scolaires pour les jeunes, comment est-ce que ça fonctionne quand vous allez les porter?
C'est des livraisons qui sont... les plats sont mis dans des glacières. Ces repas-là sont soit chauds, soit froids, selon le repas, salade ou un repas chaud. Justement, quand vous faites la livraison, est-ce que ces repas-là ont été préparés la journée même? Oui, les repas sont préparés la journée même, là. C'est pour ça que c'est chaud, dans le fond. Ils viennent de sortir du four. Nous, on pack les choses à peine 15-20 minutes avant que je parte livrer pour que ça arrive chaud là-bas. On a vu le menu de la semaine un peu plus tôt. Puis, vous offrez aussi des menus buffets. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, le menu buffet, dans le fond, c'est les restants de la semaine, dans le fond. C'est ça qu'on sert aux enfants, là. Puis des fois, j'en ai pas assez. J'ai des backups dans mon congélateur là, que je garde pour ces journées-là. Non seulement, en plus des enfants que vous servez, les 250 enfants que vous servez chaque jour, vous offrez aussi un congélateur où les gens peuvent venir chercher leur repas. Comment est-ce que ça fonctionne? Les gens se présentent eux-mêmes, dans le fond, à notre service l'autre côté d'Avomark Prêt Savouré. Puis, ils nous demandent qu'est-ce que vous avez, puis on leur sort qu'est-ce qu'on a, puis c'est ça qu'on leur sert. On l'a vu un peu partout sur les murs. Il y a des enfants qui sont allergiques à des choses. Donc, est-ce que c'est une contrainte pour vous? Bien, on fait avec. Aujourd'hui, de nos jours, les enfants sont allergiques à toutes sortes de choses. C'est sûr que nous, ici, dans la cuisine, on est sans trace de noix et arachides. Fait que ces personnes-là, dans le on fait avec parce qu'on n'en a pas, de toute façon. Mais on a des allergies au lait, on a des allergies aux protéines bovines. Fait que comme ça, ben, on prépare un autre repas en conséquence de ça. Qu'est-ce qu'un menu midi contient dans sa boîte à lunch? Les repas scolaires, le menu midi, dans le fond, ils ont le repas chaud, ils ont les crudités, une petite trempette, puis ils ont une collation qu'on prépare maison avec des protéines dedans, soit yogourt, tofu, pois qu'on met en purée, dans le fond. Puis on les emballe, fait que les enfants, s'ils ont plus faim après leur dîner, ben ils partent avec pour la collation de l'après-midi. Comment est-ce que vous travaillez sur l'élaboration de chaque plat? OK. J'essaie d'avoir des menus vraiment variés. Dans une semaine, il faut autant qu'il y ait un plat à base de pâtes, de poulet, des plats végétariens, des plats à base de bœuf, mélangés avec du riz, des pommes de terre, du couscous, de l'orzo. J'essaie de varier vraiment là, dans tout le menu là, pour avoir le plus de variété possible. Mais je vous remercie. Merci beaucoup. L'Académie Unisport offre un fabuleux milieu d'apprentissage pour les jeunes enfants qui sont en constante stimulation avec l'anglais et le sport. Sachez aussi que l'entreprise offre un service de plats préparés à vos marques prêts, savourés et qu'il vous est possible de venir chercher votre repas du soir ici à leur comptoir. Pour de plus amples détails, visitez leur site Internet ou encore leur page Facebook. Aujourd'hui, nous sommes au Centre des congrès de Québec pour participer au Salon international du livre et y rencontrer l'auteure Caroline Jacques qui réside à Lac-de-L'Âge. Comment tu trouves ça de rencontrer plein de gens qui ont lu ton ouvrage? Mais c'est vraiment excitant. Je dirais que c'est la récompense de l'auteur, en fait, de venir prendre le pouls des gens. C'est le fun d'avoir aussi des petites anecdotes qu'on se fait raconter par les gens qui me disent « J'ai lu ça sur une plage à quelque part, je viens de le donner à mon ami qui s'en va au Congo. » Moi, ces confidences-là, là, ça me nourrit beaucoup. Et puis, ben, tu sais, puisque le travail d'auteur, c'est un travail... Tu es toujours seul, en fait, dans ta bulle. Tu n'as pas vraiment les réflexions des autres qui te nourrissent. Mais c'est là où on fait, évidemment, le plein, je te dirais. Maintenant, est-ce que de vivre toute cette expérience, ça te donne envie d'écrire un nouveau livre, de continuer cette aventure? Oui, évidemment. Alors, c'est déjà en cours, c'est-à-dire que mon premier roman qui s'intitule Globe-trotteuse, Aller simple pour l'Afrique, il y aura un tome 2 et je deviens maman globe-trotteuse dans le tome 2 où, à ce moment-là, j'ai deux petites filles qui me suivent et on s'en va habiter à Bali où on raconte, dans le fond, nos aventures balinaises et ça se passe pas toujours comme on peut le penser. À qui tu t'adresses par le biais de tes livres? C'est pour qui cette lecture-là? Oh, on me dit que c'est vraiment, dans le fond, les lecteurs, lectrices qui aiment l'aventure, qui aiment voyager. On me rapporte que je mets beaucoup de détails sur les destinations. Par exemple, le premier livre est en Afrique.
les gens me disent j'ai beaucoup appris, j'aime ça, je connaissais pas cette réalité-là d'une coopérante internationale en Afrique. Donc, c'est vraiment les gens qui ont cette envie-là de s'évader par le biais de la lecture et d'en apprendre davantage sur une autre culture, sur une autre réalité. Pour avoir lu le premier tome, on peut voir que tu as une façon d'écrire qui est facile à lire, ça se lit bien, rapidement. Est-ce que c'est ton objectif de rendre ton livre accessible vraiment à n'importe qui? Oui, quand même, mais je dirais que j'écris avec ce que je suis. Je tiens un blog et quand on écrit un blog, on apprend vraiment à synthétiser, n'est-ce pas? Et je pense que cette fluidité-là dans mon écriture, bien, ça se reflète aussi. Quel genre de livre Caroline Jacques lit-elle? Ah, je lis beaucoup des trucs, évidemment, de voyage. Bizarrement, je lis beaucoup de guides de voyage, même sur des destinations que je suis jamais allée. On dirait que ça me nourrit. J'aime ça en savoir davantage. Je le prends un peu comme un livre d'histoire, si on veut. Et j'aime apprendre, je pense. Donc, j'écris pour aussi dans ce but-là de faire apprendre quelque chose à mon lecteur. Mais moi aussi, j'aime apprendre et je suis assez ouverte. Je suis une lectrice là, qui aime vraiment là, tout ce qui va me déstabiliser dans la lecture. C'est vraiment ce que je préfère. Caroline, on le voit, on le ressent, tu peux pas te détacher de ton côté voyageuse. Bientôt sur les ondes de CCAP.tv, vous allez faire vivre une expérience aux téléspectateurs au Costa Rica. Oui! C'est Maman Globetrotteuse au Costa Rica en mode écotouristique. C'est vraiment ce qu'on veut faire découvrir aux gens, le fait de pouvoir sortir des sentiers battus, même en famille, de pouvoir aller encourager, dans le fond, l'économie locale, les petits hébergements alternatifs qui sortent de l'ordinaire, d'aller profiter, dans le fond, des richesses naturelles. Et ça a très bien été. On est tellement fiers. On a tellement hâte de montrer ça aux gens. Là. Je pense que ça va intéresser les gens parce que ça va leur donner des trucs pour pouvoir le faire à leur tour. Donc, habituellement, ça, les gens accrochent parce qu'ils aiment pouvoir, justement, apprendre pour le faire eux-mêmes par la suite. On peut peut-être croire que ça va être loin de la réalité, mais pourtant non. Si on se fie à tes réseaux sociaux, toute la famille est tombée malade durant le voyage au Costa Rica. Est-ce que ça s'est montré au montage? Ah oui, tout à fait. Hein. Vous allez le voir le matin, je vous dis bonjour, je n'ai pas dormi de la nuit. Vous pouvez le constater. et oui, puis en plus, j'explique un peu. J'avais ma trousse de voyage, j'explique mes trucs, j'avais ma médication, j'avais 3 petites filles qui étaient malades en même temps. On a eu un style intoxication alimentaire. Donc, j'explique vraiment live. Là, ça peut pas être plus live que ça, ce que je fais avec tout ça. Et oui, effectivement, l'idée, c'est de ne pas faire ça trop léché, mais de donner justement le pouls d'une famille, comment on s'en sort. Parce que dans le fond, quand on y pense, le voyage, c'est la vie, c'est la réalité. Donc, il y a des bonnes journées, il y en a des moins bonnes. Mais par chance, quand on regarde nos photos de voyage, bien, les souvenirs, on se souvient juste des belles affaires. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui pensent aller au Costa Rica? Qu'est-ce que tu as remarqué là-bas? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bien, je pense que le Costa Rica, c'est le pays vraiment facile. Je pense que c'est un bon pays pour s'initier. C'est vraiment un pays sécuritaire. C'est un pays qui est bien développé pour les touristes. C'est un pays très accueillant et on se débrouille assez rapidement. Là. Nos repères ne sont pas trop déstabilisés. Puis en même temps, bien, il y a cette nature-là. Oh mon Dieu, c'est la nature partout, c'est verdoyant. On a accès aux parcs nationaux qui sont un peu organisés comme notre réseau CEPAC ici. Puis il y a des belles activités qu'on peut faire à moindre coût. Donc, profitez-en. J'invite à suivre la page Facebook de CCAP.tv pour avoir plus de détails. C'est quand est-ce que ça va officiellement être en ondes? C'est janvier 2019. Soyez à votre télé. Nous serons là pour essayer de vous émerveiller avec le Costa Rica en mode écotouristique. Si on veut avoir des détails sur tes livres, celui qui s'en vient ou celui qui est déjà publié, qu'on veut te suivre, comment on fait? C'est la page Facebook Maman Globetrotteuse. Habituellement, là, je suis assez transparente et je parle de tout ce que je fais là-dessus et de mes coups de cœur notamment. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je te souhaite un bon salon du livre. Merci, Caroline. Merci à vous de vous être déplacée. Est-ce que c'est un accomplissement pour vous d'être au Salon du livre, de voir tous vos auteurs rencontrer leurs lecteurs? En fait, c'est plus un plaisir qu'un accomplissement. Souvent, quand on travaille au bureau, on travaille sur plein de dossiers, on travaille sur plein de livres différents. C'est stimulant, mais là, d'avoir le contact avec les lecteurs qui voient leurs auteurs, qui attendent en ligne, qui sont patients avec leurs auteurs, ça, je trouve ça le fun. Parce que des fois, quand on travaille puis on est chacun de notre côté, on se rend pas compte de ça. Mais un livre, c'est un contact entre des auteurs et des lecteurs. Puis les salons nous permettent ça. Ça, c'est vraiment la partie intéressante.
Si on parle de Caroline Jacques chez Urtubise, elle fait des livres de voyage. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un peu son travail? Oui, ben oui. Elle est avec nous depuis à peu près 1 an, là, grosso modo. Donc, Caroline, on la suit. C'est quelqu'un qui a commencé même à nous soumettre des projets il y a un certain temps. Souvent, quand le livre arrive sur les tablettes, ça fait déjà un certain temps que nous, à l'édition, on travaille dessus. Donc, Caroline, on a appris avec l'équipe des éditeurs à travailler avec elle pendant un certain temps pour arriver au projet que les gens ont actuellement en main, qui permet justement de stimuler le goût de voyager avec un personnage qu'on suit et auquel on s'attache pas mal. Donc ça, je dirais que c'est le côté qui est agréable des livres de Caroline. Quand j'ai vu le titre Globe-trotteuse dans la programmation du Salon du Livre, ça m'a vraiment... ça l'a popé, puis j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je me le procure au Salon du Livre. Qu'est-ce que t'aimes de venir au Salon du Livre? Bien, acheter des gros livres que je vais pouvoir lire en vacances. Je l'ai suivi, dans le fond, sur son blog, sa page Facebook également. Fait que tant que j'ai vu ses commentaires, tout ça, puis le fait aussi qu'elle les anime, c'est des commentaires réguliers. Fait que pour nous, c'est facile de la suivre. C'est notre vie quotidienne à nous pour participer, partir en voyage, autant familial. Moi, j'ai 2 enfants, fait que ça me donne le petit coup de pouce ou le petit guts qui me manque. Fait que c'est ce côté-là qui me passionne. Nous avons bien hâte de vous présenter l'émission au Costa Rica avec Maman Globe-trotteuse, soit Caroline Jacques. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet pour avoir tous les détails sur la programmation. C'est ainsi que se termine la dernière émission de la saison de Vue d'ici. Merci d'avoir été à l'écoute durant toute celle-ci. Nous sommes très heureux de vous apprendre que grâce à la Caisse des Jardins de Charlesbourg, nous pourrons pour une première fois vous présenter une version de Vue d'ici estivale. C'est donc à partir du 28 mai que vous pourrez regarder 3 différents reportages à toutes les semaines grâce à ccap.tv et à la Caisse des Jardins de Charlesbourg. Si vous voulez regarder l'émission à nouveau, rendez-vous au www.ccap.tv ou encore sur la plateforme CCAP Go et n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook. On se dit à très bientôt pour une nouvelle saison de Vue d'ici.